Wesh! Bien, t'as vu? Ça va? Comment allez-vous, bande de petits jambons serrano? Bon, je dois vous avouer, vous avez été pas mal à me dire que vous avez préféré ma dernière vidéo par rapport à toutes celles que j'avais fait avant. Et donc, j'ai reçu pas mal de... J'adore tes nouvelles vidéos! Tu devrais en faire plus souvent, mais comme ça! J'adore tes bourrelets! Eh bien, ce ne sont pas des bourrelets. Je suis à poche pour ajouter de chantier. Donc, pour votre plus grande joie, nous allons parler de l'échelle de Freud, autrement appelée l'échelle de l'autofellation. Je vais me faire un café, t'en veux? Ce concept, qui peut s'appliquer à de nombreux domaines, vise à établir le podium des 3 hommes ou femmes qui sont convaincus d'avoir fait un super travail toute l'année. Le tout en lâchant un spray fécalisé au visage des fans et des détracteurs. Mais dans le cinéma, il existe un podium quasi indétrônable depuis des années. Un peu comme Messi et Ronaldo pour le Ballon d'Or, ces réalisateurs essayent au maximum d'être les plus souples afin d'obtenir la première place et récolter la palme de l'orgueil. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Et en première position, nous retrouvons notre grand ami Uwe Boll. Oui, le mec qui est sûr d'être un plus grand réalisateur que Spielberg. J'adore rire. En deuxième position, nous retrouvons notre Luc Besson national. Wesh poto. Ce même Luc Besson qui pense tout savoir, mieux faire que tout le monde. Coucou Arthur Malédiction. Et heureusement qu'on l'a vu pendant le printemps du cinéma. Parce qu'entre 4 € la place pendant le printemps et 14 € une place habituelle, on est passé d'un contrôle fiscal des Balkany à un simple avertissement pour régler la taxe audiovisuelle. Et enfin, notre héros du jour, le 3e de ce classement, je suis très heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter le plus gros melon du cinéma américain. Je vous présente Paul W.S. Anderson. Et pourquoi lui plus que les autres? Parce qu'il est très souple, rappelez-vous. Autrement appelé l'échelle de l'autofellation. Non, en vérité, c'est parce que ce type est une légende du business. Ce gars fait majoritairement des films plus que moyens, voire méga nuls. En effet, c'est de la merde. Mais il arrive toujours à obtenir les 2 choses les plus difficiles à avoir pour produire un film, à savoir la licence de son choix et un budget assez conséquent pour un talent si bancal. 4 des 6 films Resident Evil, Les 3 Mousquetaires, Pompéi, Alien vs Predator et son film que je trouve être le plus fun, clairement assumé kitsch, Death Race, course à la mort avec mon calvibro, Jason Statham. T'es malade? Et j'ai bien dit 6 films Resident Evil, pas 7. Parce que malgré sa nullité, la saga d'Anderson avait quand même le mérite de ne pas mettre tout le monde d'accord. Le dernier, Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, est un peu comme la 3e petite sœur d'une famille d'influenceuses Insta. Elle veut faire comme les grandes, elle n'a aucune personnalité et elle y rajoute du vide. Alors, est-ce que j'ai oublié de vous préciser le nom du film d'aujourd'hui? Oui. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Laissez-moi vous présenter le film Monster Hunter. Allez, partons pour une nouvelle expérience cinéphage. Générique. Qui veut un frappuccino? On va d'abord revenir sur la franchise vidéoludique Monster Hunter, qui constitue la base de travail de notre petit Paul. Monster Hunter est une série de jeux vidéo sortie en 2004 au Japon pour le premier opus et qui nous plonge dans un monde où monstres géants, magie et grosses épées sont légion. Le but est simple, tuer ou capturer les fameuses grosses bébêtes et ainsi devenir le plus grand de tous les dresseurs Pokémon. Gros, je crois que tu te trompes de licence. Tu veux pas un café? Monster Hunter a été développé par la très célèbre maison Capcom, qui a entre autres mis au monde une petite saga de zombies qui ne se vend absolument pas du tout. Resident Evil que notre cher ami du jour s'est permis de souiller 6 fois. 4 fois à la réal et 2 fois à la prod. Capcom s'est donc dit qu'après l'improbable succès de la saga zombiesque au cinéma, Paul W.S. Anderson serait sûrement l'homme de la situation pour adapter sur grand écran leur titre aux monstres gigantesques. Voilà pour le jeu. Et on peut dire que Capcom adore avaler son propre vomi. Et vous, Paul, quand vous est venu le goût de la merde? Je suis si fier que cet homme s'appelle Paul.
Vous l'aurez compris, Paul W.S. Anderson est un génie du mal quand il s'agit de salir des franchises vidéoludiques pour le compte du 7e art. Mais il a quand même réussi avec ses divers nanars à se faire une place dans le cœur de quelques fans et de cinéphiles, amateurs de ce genre de projet. Du coup, le mec s'est fait méga plaisir sur le budget qu'on lui a accordé. Surtout grâce à la firme Toho. Toho, l'une des plus grandes boîtes de production au Japon et qui nous a notamment fourni la titanesque saga Godzilla. 32 films. Et encore, je compte pas les derniers. Et pour le film du jour, il a fallu pas moins de 5 boîtes de production pour qu'il naisse. Oui, 5 boîtes pour 60 millions de dollars de budget. Est-ce qu'on parle de la qualité du film maintenant? Comme quand il y a un seul scénariste à l'ego surdimensionné qui est sûr d'être un grand ponte de la profession. Hein, Lana Rhodes? Hein? On peut être une bonne actrice et en même temps une escroc. Que nos chèques le bonne. Go fuck yourself. Bref, une équipe de qualité aux commandes d'une production conséquente, mine de rien. Quand il y a Paul W.S. Anderson sur un projet, il y a toujours tapis dans l'ombre l'opportuniste féminine la plus narcissique de la planète. Milla Jovovich. Ou, comme le disait un grand amateur de pastis... Elle est pire que l'eau, elle. Toujours dans mon écart. Monster Hunter raconte le désertique et gigantissime périple de la ranger et lieutenant Artemis, incarné par notre indéboulonnable Milla, qui se retrouve en moins de 10 minutes dans le monde des monstres, en passant par une trop longue séquence cliché et inutile au possible, avec le reste des personnages de la troupe de notre indestructible ranger du sable, qui vont mourir dans les 20 minutes suivantes. Avant de claquer, notre belle brochette de vainqueur nous gratifie d'une chanson militaire hautement poétique, si belle que Milla Jovovich nous enchante par son sourire et sa joie. Que dis-je, nous inonderait-elle de sa bonne humeur, tel un véritable rayon de soleil? Ouais, fais la gueule. S'ensuit l'arrivée de notre premier monstre, le Diablos, capable de détecter une présence sur le sable à la moindre vibration. Une colossale créature avec 2 cornes. On se foule sur les dents. Le Diablos pourchasse donc notre petite troupe qui voyage à bord de voitures tout-terrain. Et là arrive enfin un de mes clichés cinématographiques préférés. C'est à ce moment que nos personnages développent le syndrome du « il y a un truc qui me fonce dessus de manière rectiligne, mais je suis dans l'incapacité cognitive de me déporter à gauche ou à droite, surtout dans un véhicule avec un volant qui tourne, ce qui pourrait me sauver la vie, mais le scénario a décidé que j'étais débile. » Doc, une analyse définitive? Ah, oui. Ils sont cons. Et un réalisateur talentueux possède ce même problème d'écriture. James Cameron. Alors, pour Titanic, je veux bien qu'il galère dans la mer, mais pour Avatar, faut pas trop se foutre de ma gueule. Bah ouais, logique. Un soldat est tué par le Diablos et les autres se réfugient dans des cavernes où se trouvent des araignées géantes et légèrement affamées qu'on appelle des Nessala. Et on va se contenter d'araignées géantes, hein, parce que Nessala, j'ai l'impression de voir une pub pour la nouvelle Renault. Une voiture, qu'elle est bien pour la conduire. Milla se fait enfin attraper par une araignée qui lui enfonce son énorme dard. On est débarrassé d'elle. Yes! 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 Et en fait, non. Elle est pas morte. Elle s'est pas faite dévorer par les araignées, visiblement parce qu'elle doit puer l'engrais et le vin blanc. Les araignées esquivent magnifiquement le corps de notre héroïne incroyablement badass pour aller s'attaquer au reste de la troupe et les bouffer en moins de 10 secondes. Manu Militari, à croire qu'ils avaient visiblement meilleur goût que Milla. Mais le corps ne se mange que d'une seule manière. Sauce samouraï, sauce samouraï. Ces araignées ont du nez. Du nez. Comme dans araignée. Bon, là, ça commence à me saouler. Et encore, on n'est qu'à la première demi-heure sur un film d'1h40. Alors, on va accélérer un tout petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir porté beaucoup trop d'intérêt à cet étron. Milla se retrouve donc seule, blessée à la cheville. Une séquence bourrée de forts accords, notamment au niveau de la lumière et du placement de Milla. C'est donc un coup au soleil, un coup à l'ombre, quelques terris s'appelaient avec de la poudre de balle et un silex. Doc ?
Bref, passons quelques scènes pour enfin voir le deuxième acteur principal de cette splendide épopée, Tony Jaa, incarnant le rôle du chasseur. Tony Jaa, légende du Muay Thai, un sport ultra-violent thaïlandais, mais également très connu au cinéma pour sa trilogie d'action Ong Bak, dont je vous recommande sincèrement le visionnage. Hunter a perdu son groupe dans la scène d'intro du film. Il tombe un peu plus tard sur Mila et s'ensuit 2 phases de combat horriblement épileptiques, où le moindre salto est cuté 4 fois, qui se solde par une première victoire pour Hunter, une scène où Mila se libère de ses liens et devient une sadique de l'espace, mais qui gagne le second combat en se montrant civilisée et en donnant à l'autochtone du chocolat comme si Hunter était un foutu Wistiti débile. Merci. Merci le 21e siècle pour tes idées modernes, tes avancées sociales et tes luttes. Parce que Paul il en a rien à foutre. Quelqu'un a l'exomil s'il vous plaît? Bref, j'en étais à... Alors... Ah oui, le chocolat c'est sympa. Le film se calme un peu. Pourquoi laver du chocolat? Le film se calme un peu pour nous faire profiter des nids d'araignées en forme de petites collines qui crachent de la fumée, le tout en étant absolument dégueulasse, les dites collines enfumées nous rappelant familièrement la beauté du rayon encens feng shui de chez Jiffy. Les 2 personnages se parlent dans des cavernes sans avoir la même langue mais ils se comprennent parfaitement. Et ils se rapprochent avec du velcro. Tout ça nous amène à un training montage mou pour nous montrer un plan de comment tuer un monstre grâce à un autre monstre, des épées de feu, des mouvements bizarres. Ça n'a pas de sens. Et encore, croyez-moi, je vous en épargne beaucoup. Ouais, comme Ed Camper quand il va se rendre à la police. Le combat contre le Diablo s'est constamment saccadé, nous submergeant de gadgets qui refoulent la flemme imaginative, mais nos 2 héros ont le dessus. Le Diablo se meurt et tout est mis là qui finit bien. Mère? Mère du Nord? Je suis en train d'avoir une Andersonite aiguë. Pas de chance. S'ensuit une séquence assez cool, jolie et bien travaillée où Mila traîne le corps d'Hunter, blessé par le Diablos, dans une civière de fortune, le tout en traversant le désert. Sérieux? Je pense que Denis Villeneuve aurait pu inclure cette séquence dans son adaptation de Dune. Et je plaisante pas. Et j'exagère à peine, sincèrement, hein. Je trouve ça très cool. Bravo. C'est bien fait, bien fichu. Vraiment, hein, je le pense, hein. Bravo. Mec, t'enflamme pas. Prends un DK. Il campe dans la jungle après le rétablissement d'Hunter près d'un troupeau d'Apséros qui va se faire attaquer de nuit par LE monstre du film, le Ratalos, venu juste pour cramer les Apséros et introduire le 3e personnage un peu important, le commandant. Mais il s'appelle l'amiral en version originale. Sérieux? Même la post-prod est foirée! Je t'avais dit de pas t'enflammer. Prends le latte. Le commandant débarque, sauve Mila en éloignant les Apséros en feu, pendant que Hunter est sauvé par ses 3 autres compagnons marins des sables du début. Oui, parce que dans le monde de Monster Hunter, les bateaux voguent sur le sable. Comme quoi, quand Paul le veut, il est capable de respecter la série, parfois. Et le commandant, c'est Ron Perlman. Ron, Hellboy, Sons of Anarchy, Le Nom de la Rose, Perlman. Allez, j'en ai ras le fion de ce film, on va bâcler. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait. L'équipage capture Mila, l'enferme, mais elle se libère parce qu'elle est trop badass et que c'est la femme du réal. Il y a un putain de chat géant qui fait la cuisine comme dans un resto japonais cliché d'une série américaine. Hellboy explique à Alice que la tour qu'elle aperçoit au loin est responsable de l'enchevêtrement des 2 mondes, qu'elle est gardée par un Ratalos et que dans le monde des monstres, les tasses sont des chopes. Stop! Je veux voir la gueule d'un bar dans ce monde. Toujours pas de café. Les autochtones du monde des monstres sont ici depuis longtemps, mais n'ont aucune certitude sur rien, sauf quand il s'agit de zigouiller de la bestiole. Parce que oui, pour Poligno, les fans de Monster Hunter ou de tout RPG qu'il soit sont juste des gros bourrins. Et voilà, il fait chier ce jeu. Combat contre le Ratalos, d'abord dans son monde, puis dans le nôtre, le tout servi par des ralentis pour que l'on puisse admirer la splendeur des effets visuels de ce magma de nullité. Le Ratalos prend évidemment une ratarace, meurt mais il revient comme un ratamarcheur avant de se faire tuer définitivement par Mila Archiforte. Hunter, le commandant et Mila se réunissent pour combattre un nouveau dragon qui sort d'on ne sait où afin qu'il protège la tour, objectif principal de nos abrutis de héros qui devaient la détruire depuis le début du film mais que le scénario a oublié volontairement pour nous introduire un personnage mystérieux sous une capuche nanardesque en scène post-générique. Ah, pourquoi pas se faire une suite, vu que ma femme sera encore plus bonne actrice. Ou carré au bonne.
Et... fin. Et je ne ferai pas de conclusion. Ce film, hormis quelques décors et les monstres qui sont bien fichus, est un ramassis de clichés, de vide et de foutage de gueule. Clairement, je peux résumer ce film avec la meilleure réplique, prononcée par Ron Perlman au Ratalos. Et l'affreux. Ou l'art de se foutre de la gueule du monde sans s'être regardé dans le miroir. Allez, fin de l'expérience cinéphage, salut les copains. Et l'affreux. Abonne-toi et partage. Ok, j'ai compris. Une camomille? Ah, je dis pas non.